Bonjour Pierre. Bonjour Alan. Alors, on te retrouve à Imaginaire une nouvelle fois. C'est ça. Qui es-tu pour ceux qui t'auraient pas encore rencontré? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je gère dans le milieu depuis une vingtaine d'années. Je suis l'auteur d'une dizaine de romans, de nouvelles, de novellas, etc. Et j'ai une petite actualité ces derniers temps avec Le Haut Mal, donc le dernier ouvrage paru chez les éditions de L'Homme sans nom. Alors, en fait, tu as deux actualités même, hein, Oui. puisque tu as Les Bons Sentiments dans la collection Chronopages 2115 Oui. et Le Haut Mal. Le premier, hein, la nouvelle, fait rire un peu jaune, un peu ce que tu avais fait déjà dans d'autres. Le Haut Mal est beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce grand écart sur la même année? Euh, il n'y a pas de volonté particulière. L'histoire guide. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle éditée pour Chronopages, ça s'appelle Les Bons Sentiments. Donc, c'est l'histoire vous savez, de ces bracelets de parrainage qu'on peut porter. Et ces bracelets permettent quelque part de financer le bien-être d'un animal à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, et si on le calquait, ce modèle, ce business model-là, mais pour les hommes, pour les êtres humains. Et donc là, on se retrouve avec un Américain très moyen, MAGA style, qui parraine une jeune fille à l'autre bout du monde, sauf que cette jeune fille vient à mourir et que dans les contrats et dans les petits caractères que ce personnage principal n'avait pas lu, eh bien, le parrain devient le parrainé et c'est lui qui devient la personne qu'il faut surveiller. C'est très dur à vivre pour notre personnage principal qui est très fier et qui a beaucoup d'ego. Oui, et d'autant plus que le titre Les Bons Sentiments nous faisait dire, mais est-ce que Pierre finalement serait enfin un peu positif sur le monde moderne? Eh bien, Pierre a encore raté la marche. Pierre n'est pas encore tout à fait bienveillant et positif. Promis, il le sera peut-être l'année prochaine avec d'autres textes. Non, mais c'est évidemment, j'aime beaucoup utiliser la satire, l'humour pour parler de choses un petit peu dramatiques parfois. Je pense qu'on peut faire passer des textes forts avec parfois des styles un peu enlevés. La nouvelle est un format intéressant aussi pour ça. Et les éditions 1115 sont un tremplin extraordinaire pour des petites histoires un petit peu tordues. Et du coup, ton roman Le Haut Mal, donc là, on oscille entre histoire et épouvante, ou entre épouvante et histoire. Comment on fait le juste dosage? À nouveau, l'histoire prime, les personnages et leur histoire prime. Donc je visualise chaque scène, je me mets à la place de chaque personnage, bon ou mauvais, méchant ou gentil. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est ça qui doit primer. Alors évidemment, il y a une touche d'épouvante à la française. Le mot est un peu dénué parfois ou vidé de son sens. Certains diront que c'est Lovecraftien à la fin, peut-être. Mais je voulais effectivement mélanger un petit peu à la fois le roman historique, le roman de genre fantastique, un petit peu à la Barjavel, à la Maupassant, et puis une petite touche d'épouvante, voilà. Je voulais également travailler sur le temps. Tous mes romans, ou presque, ont comme thématique principale le temps. Et là également, c'est un livre qui joue avec les temporalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de cette période où la sismologie s'est développée en France. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet élément charnière pour cette science? Oui, bien sûr. Alors, on parlait même de la séismologie. Vous voyez que même au niveau de la graphie, ça a bougé. C'était mon entrée pour parler des Pyrénées dans les années 20, puisque ce livre permet de comprendre comment ces montagnes rentrent dans le nouveau siècle, après la Première Guerre mondiale, comment les religions vont peu à peu peut-être reculer au profit de la science. Et je m'étais dit, mais ok, alors je vais parler de quoi concrètement? Et c'est une terre sismique. Ça l'est toujours. Et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant. Et en plus, on était sur les débuts, pas complètement les débuts, mais en tout cas sur les débuts de la machinerie pour véritablement mesurer les tremblements de terre, ce qu'on appelle, alors, ce que j'appelle dans le livre les tremble-terre. Et c'était pour moi une porte d'entrée pour évoquer la science qui va pénétrer dans ces montagnes, un petit peu le fracas entre deux mondes, une montagne un petit peu parfois enclavée et le reste d'une France qui change. Et avec cette bascule entre la croyance et la science, Oui. le point où on ne sait pas lequel va primer sur l'autre. Non, oui, c'est important. Je voulais vraiment évoquer le poids des superstitions. Alors là, j'évoque une légende qui est celle de Pyrène, donc une jeune fille qui a laissé son nom aux montagnes. Je voulais également parler des reptiles. Moi, je suis allé plein de fois là-bas. J'ai le sentiment de pas être tout seul en montagne.
Vraiment pas tout seul. Une fois, j'étais venu avec ma femme, avec les chiens. Les chiens s'étaient bien mis de part et d'autre de nous tout au long de la montée du Puy Basque. C'était pas normal, c'est que on se sent pas forcément seul dans ces montagnes. Et je voulais évoquer un petit peu ce sentiment-là à travers les personnages. Ils montent une ou plusieurs expéditions. Et la montagne est un personnage ici à part entière, un personnage central. Il y a une présence, peut-être un Haut-Mal qui rôde, et je voulais vraiment traiter de ça. Et on a deux personnages, enfin on a plus que deux personnages, mais il y en a deux particulièrement. Il y a Paul qui est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un lanceur d'alerte. Oui. Et on a Adèle qui lui est promise un peu malgré elle. Oui. La première partie du roman est très Paul. Oui. Il y a une bascule aussi à ce moment-là vers Adèle. Voilà. Est-ce que c'est Adèle qui a pris le contrôle? Elle a pris le contrôle. Là, on est dans une thématique femme de pouvoir. Alors, c'est pas forcément l'idée de faire un livre féministe parce que c'est bien, parce qu'il faut le faire. L'histoire, à nouveau, l'exigeait. Effectivement, on est dans un monde en 1923 très misogyne, patriarcal évidemment. On passe de l'autorité du père à celle du mari, voire du fils lorsqu'on est veuve. Et je voulais vraiment qu'il y ait ce moment de bascule, ce moment un petit peu étonnant, parce qu'on suit effectivement Paul avec ses démons, ses traumatismes, et il y a un moment bascule. Et Adèle va prendre toute la lumière, et elle aussi va révéler toutes les dimensions. Toutes ces dimensions de femme, tout ce qu'elle a également en elle, qu'elle n'a pas révélé encore au lecteur ou à la lectrice, tout ce qu'elle a en elle, là c'est vraiment présenté. Et elle devient peut-être un personnage, peut-être pas moins unidimensionnel, mais un personnage à part entière. Et ton roman, il a aussi un aspect contemplatif. Alors je pense que c'est la découverte de la montagne. Tu prends le temps. Je prends le temps. Tu n'as pas peur que une partie du lectorat... Si, mais tant pis, en fait, parce que j'ai passé le moment, le cap où je veux vraiment plaire à tout le monde. Alors oui, c'est un livre qui est polarisant ou clivant dans le sens où certains s'attendent non-stop à de l'action, de l'épouvante, parce que c'est promis par une quatrième couverture. Mais la montagne aussi, elle a son propre rythme. Donc je voulais aussi que ce livre permette à ceux qui ne connaissent pas la montagne, et notamment les Pyrénées, de découvrir ce que c'est que de monter pour la première fois, de remonter la vallée de Cauterets. Je voulais qu'on ait cette expérience-là, et ce n'est pas une expérience qui est toujours frénétique. Alors, on démarre par un premier chapitre sur les chapeaux de roue, évidemment avec un accident de route assez impressionnant, mais on est aussi sur un rythme. Aujourd'hui, on est un peu dans l'ère de l'hypervigilance. On a du mal à rester focus, on a du mal à pas prendre son téléphone tout le temps parce qu'on s'ennuie vite. Et c'est bien de temps en temps de revenir peut-être à vitesse plus lente et de redécouvrir ce qu'on a autour de nous, soit la nature. Et du coup, effectivement, quand on a lu The Hate List et qu'on lit derrière le Haut-Mal, oui. On a l'impression d'avoir un grand coup sur le frein en termes d'accélération. On a échangé rapidement hier et tu disais que toi, tu aimes bien faire des choses très différentes. Ouais. Et donc, c'est quoi la prochaine étape? Il y a plein de projets. Il y a 5 à 6 projets différents. Alors, je vais pas forcément entrer dans le détail parce que il y a des choses qui sont pas finalisées, mais il y a de la nouvelle, il y a de la novella, un gros projet de bouquin sur lequel j'ai déjà passé 2 ans, je suis bloqué, donc ça va revenir plus tard. Il y a un projet peut-être d'adaptation Quiet List, à voir, en micro-feuilleton, à voir. Un livre dont vous êtes le héros peut-être. Enfin, il y a plein de choses tout le temps. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement goûter à toutes les formes d'écriture possibles. Le succès vient s'il vient pas, il vient pas. Mais en tout cas, l'idée c'est de me faire plaisir et à travers ce plaisir-là, j'espère que les lecteurs également vont passer un temps intéressant. Voilà. Juste un petit point, le livre est très beau esthétiquement. Il y a un beau jaspage, puisque tu m'as rappelé le terme hier. Comment tu travailles éventuellement avec la personne qui fait la couverture? Alors, il s'appelle François-Xavier Pavillon. C'est un génie à mes yeux, et on est plusieurs à le penser, de la couverture. Il a travaillé sur The Hate List et évidemment sur beaucoup de bouquins de l'homme sans nom. Il travaille également pour le cinéma. L'idée, c'est d'avoir à travers ce jaspage la montagne qui enserre le lecteur. J'aime bien quand le fond et la forme se répondent, qu'il y ait une cohérence. Ce n'était pas. Alors, il y avait 5 projets de couverture. C'est pas forcément le projet le plus impactant, mais c'était le projet qui avait le plus de sens. Avec une présence maléfique, on devine à travers
Je ne sais pas si on peut le voir. 2 petits yeux là. On a notre haut mâle qu'on devine. On devine peut-être un monstre. On ne sait pas ce que c'est. On est dans la suggestion, mais je voulais vraiment qu'on voit la montagne, qui peut être à la fois belle et menaçante. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de salon et pour l'année? Plein de belles rencontres à nouveau de lectrices et de lecteurs, de s'amuser. Faut pas hésiter à venir voir les auteurs en salon. On est toujours heureux de vous voir, de vous parler. C'est un exercice tellement solitaire que d'écrire, donc les salons sont un moment important. Et ici, à Angers, aux Imaginaires, on donne aux auteurs et aux autrices toute la place pour le faire. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup.